Un noble obèse fut donné à une femme apache en punition par son père, mais elle l'aimait plus que tout. Sous le ciel gris lourd de l'automne 1873, la petite place pavée de Saint-Malo-le-Petit s'emplissait d'une foule curieuse et muette. Au centre, sur un tréteau de bois brut, se tenait le baron de la Roche, un homme sévère dont le visage émacié contrastait avec la silhouette massive et empâtée de son fils unique, Charles-Henri. Vêtu d'un habit trop serré et maculé de poussière, Charles-Henri balbutiait des excuses que personne n'entendait vraiment. Son regard se portait alternativement vers le sol et vers l'immense bâtisse familiale qui dominait le village. Si vous aimez des histoires aussi émouvantes, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Cliquez sur « S'abonner » et partagez pour faire rayonner l'espoir. Le baron évoqua d'une voix tonitruante la faute impardonnable de son fils. Un scandale de dettes accumulées, un affront porté à l'honneur familial. « Puisque tu as déshonoré notre nom, dit-il, je te donne en punition à celle qui saura te juger. » À ce moment, la foule se mua en un murmure d'incrédulité et d'excitation. D'un pas calme et assuré, une silhouette féminine apparut à l'entrée de la place. Noyona, une apache venue d'Amérique, dont la beauté éclatante et l'allure fière capturaient tous les regards. Sans un mot, le baron pointa son fils du doigt et ajouta « Elle décidera de ton sort ». Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Les rumeurs s'élevèrent. Pourquoi une apache ici, au cœur de la Bretagne rurale? Certains disaient qu'elle accompagnait une troupe itinérante, d'autres qu'elle fuyait un passé mystérieux. Mais en cet instant, Noyona devint arbitre de l'honneur du jeune noble. Les yeux de Charles-Henri rencontrèrent ceux de Noyona un instant trop long. Il crut discerner une lueur de compassion derrière la dureté de son expression. Puis, sans un mot, elle s'avança vers lui et posa la main sur son épaule droite, légère malgré la carrure imposante de sa silhouette masculine. Ce geste simple fit vaciller le jeune homme. Il reconnut qu'il n'était plus face à une punition ordinaire, mais devant une femme dont la force tranquille pouvait à la fois lui être salut ou châtiment. Autour d'eux, les paysans murmuraient, craignant se prononcer de justice barbare. Du clocher, un glas léger s'élevait, rappelant la gravité de l'instant. Noyona, imperturbable, caressa la broche ornée de plumes fixées à sa robe, symbole de son peuple. Son regard balaya la place, transportant Charles-Henri dans un autre monde, loin des ors familiaux. Alors que l'air se rafraîchissait sous un voile nuageux, Charles-Henri sentit une étrange admiration naître en lui. Ce n'était plus la crainte qui le liait à cette femme, mais un respect profond. Dans ce silence habité, chacun comprit que son sort reposerait entre ses mains délicates mais résolues. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les volets de la modeste chaumière où Noyona avait conduit Charles-Henri la veille. Les poutres apparentes et la fumée légère du feu de camp donnaient à l'intérieur une ambiance chaleureuse, loin des dorures du château familial. Charles-Henri, encore marqué par l'humiliation publique, se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il aperçut Noyona, debout près du foyer, ses longs cheveux noirs encadrant un visage noble et impassible. D'un regard mesuré, elle lui tendit une gourde emplie d'eau fraîche et une tranche de pain rustique. « Bois », dit-elle simplement, sa voix douce tranchant avec la rudesse de la situation. Il but lentement, ses traits tendus se détendant sous l'effet de la fatigue et de la reconnaissance. Chaque gorgée lui rappelait la rudesse mais aussi la sincérité de son hôtesse. Après un court silence, Noyona invita Charles-Henri à s'asseoir sur un banc de bois grossier. Elle lui désigna un coin où étaient posés des outils agricoles, une serpe, une faux et quelques jougs d'attelage. « Aujourd'hui, tu apprendras, » déclara-t-elle, « ce que signifie gagner sa place, non par le sang, mais par la sueur et la persévérance. » Malgré la douleur de ses épaules, fatigué par l'habit trop serré, Charles-Henri hocha la tête. Il lança un regard vers la fenêtre où le verger s'éveillait doucement, les pommiers dégageant un parfum sucré. Un souvenir fugace de sa chambre luxueuse au château envahit son esprit. Un grand lit à baldaquin, des tapis persans, des couloirs silencieux. Tout cela lui semblait à présent étrangement lointain et dépourvu de sens. Noyona lui montra comment affûter la lame de la serpe, veillant à ce qu'il adopte une posture droite pour ménager son dos. Chaque geste était précis, presque chorégraphié, reflétant une élégance naturelle malgré la rudesse de l'outil. Charles-Henri la contempla, ébloui par sa grâce féline et la beauté sauvage de ses traits amérindiens. Son visage,
encadré de plumes discrètes, semblait sculpté par le vent et la poussière du Nouveau Monde. Lorsqu'il passa enfin à la faux, sous le regard attentif de Noyona, il éprouva une satisfaction inédite. Voir les brins d'herbe tomber régulièrement, sentir l'effort musculaire parcourir ses bras, tout lui procurait un sentiment de liberté et de dignité qu'il n'avait jamais connu dans les salons feutrés de sa famille. À la pause, ils s'assirent côte à côte sur une souche d'arbre. Noyona brisa la monotonie du silence. « Tu apprends vite. » Charles-Henri, mal à l'aise mais sincère, répondit « C'est grâce à vous. » Un léger sourire effleura les lèvres de Noyona, dévoilant un éclat de bienveillance inattendu. Dans ce geste simple, Charles-Henri sentit naître une complicité nouvelle, plus profonde que le simple devoir imposé par son père. Alors que le soleil montait à l'horizon, baignant la clairière de lumière dorée, Charles-Henri comprit que son partage de tâches avec Noyona ne serait pas qu'un châtiment, mais le début d'une relation fondée sur le respect mutuel et la découverte d'une beauté qu'il n'avait jamais prêté attention auparavant. Tandis que l'après-midi s'étirait paresseusement, Charles-Henri fit une pause au pied d'un vieux chêne, essuyant la sueur qui perlait sur son front. À ses côtés, Noyona observait le ciel d'un bleu pâle, les nuages glissant lentement vers l'horizon. Elle raconta alors son histoire, comment, enfant, elle avait grandi dans les vastes plaines d'Arizona, à l'ombre des rochers rouges, apprenant à lire les signes du vent et des étoiles. « J'ai quitté mon peuple pour suivre un cirque de voyageurs », expliqua-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Il présentait notre culture sous forme de spectacle, et j'ai cru pouvoir faire connaître notre héritage. » Charles-Henri, captivé, imagina ces danses rythmiques et ces chants graves qu'il n'avait jamais entendus que dans ses rêves. Puis vint un murmure inhabituel, un roulement de chariot sur le chemin de gravier qui menait au château de la Roche. Noyona se redressa et pointa l'allée bordée de haies. « Voilà ton héritage qui revient te hanter. » Peu après, le cortège fit son entrée au galop. Le carrosse du baron, escorté de 2 valets en livrée cramoisie. Les chevaux piaffaient, soulevant un nuage de poussière d'or pâle. Charles-Henri ressentit un pincement au cœur. Autrefois, il eût sauté dans ce carrosse sans un regard en arrière. À présent, il redoutait la confrontation. Lorsque le baron descendit de son siège, son visage était grave. Il jeta un regard méprisant à la chaumière rustique où vivait à présent son fils. « Je devais m'assurer que ton expiation soit complète, » tonna-t-il. Puis il leva les yeux vers Noyona, étudiant sa posture droite et son regard inébranlable. Pour la première fois, son autorité semblait ébranlée. Noyona échangea un bref signe de tête avec Charles-Henri, avant de lui tourner le dos et d'ouvrir la porte. À l'intérieur, les ombres dansaient sur les murs de torchis, tandis que le feu crépitait dans la cheminée. Le baron, contrarié, balaya la pièce du regard, puis s'arrêta sur un tapis indien que Noyona avait disposé au sol. « Tu cherches à imposer ta culture ici, » lança-t-il. « Ce sol n'est pas fait pour tes fables lointaines. » Sans hésiter, Charles-Henri répondit d'une voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru possible. « Monsieur, Noyona m'a sauvé de moi-même. Elle m'a montré la valeur de chaque journée, la beauté de l'effort. Sans elle, je serais toujours enfermé dans votre monde d'or et de vide. » Le baron tressaillit. Ses traits se durcirent, puis s'adoucirent. Il reconnut dans le regard de son fils la sincérité, et dans l'attitude de Noyona le respect qu'elle avait su inspirer. Un silence solennel tomba, seulement troublé par le crépitement du feu. Finalement, le baron s'éloigna de quelques pas. « Tu as appris, » admit-il à voix basse, « et je vois que ton expiation a pris racine. » Puis, avant de sortir, il offrit à Noyona un dernier regard, empreint d'une curiosité nouvelle plutôt que de rejet. Lorsque la porte se referma, Charles-Henri et Noyona échangèrent un sourire complice. Ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Le château, loin de les effrayer, devenait le décor d'une réconciliation annoncée. Le matin suivant, le soleil perça à peine l'horizon, quand Noyona entraîna Charles-Henri hors de la chaumière. Autour d'eux, les champs s'étendaient en vagues d'herbes hautes, ponctuées de coquelicots rouges. De sa main ferme, elle l'amena jusqu'à une charrue abandonnée sous un saule pleureur. « Aujourd'hui, tu comprendras la valeur du travail honnête, » annonça-t-elle. Charles-Henri sentit l'humidité de la rosée s'infiltrer sous ses bottes, et ses vêtements légers lui semblèrent tout à coup trop fins pour l'effort à venir. Noyona lui passa un gilet de toile épaisse et serra la ceinture d'une ceinture de cuir, comme pour le préparer à affronter non seulement la tâche,
mais aussi la fierté qui l'avait longtemps empêché d'admettre ses faiblesses. D'un geste précis, elle lui montra comment fixer le joug au cheval de trait. Le noble hésita, malhabile, puis s'inclina pour rejoindre l'animal. Les naseaux du cheval soufflèrent un souffle chaud contre sa joue, et il sentit un frisson d'humilité. Noyonna, derrière lui tapota l'épaule. « Fais confiance à tes mains et à ton cœur. » Sous la chaleur grandissante, il guida la bête à travers la terre encore meuble, suivant les sillons que Noyonna dessinait avec une faux affûtée. À chaque pas, il ployait les reins, poussait sur ses jambes et sentait ses muscles broncher. La poussière blanche se mêlait à la sueur perlant sur son front, mais chaque mètre labouré comblait un vide intérieur qu'il n'avait jamais su nommer. À midi, ils s'arrêtèrent au pied d'un vieux mûrier. Noyonna partagea une miche de pain noir et un peu de fromage de chèvre, tout en observant le paysage. Les collines ondulaient à l'infini, promises d'un monde bien plus vaste que les salons feutrés du château. Charles-Henri, les doigts encore tachés de terre, brûlait de questions sur l'histoire de cette terre qu'il découvrait. Elle, impassible, répondit simplement « Ici, chaque semence est un acte de foi, chaque sillon, une promesse de vie. » Ces mots, portés par le vent, résonnèrent dans l'âme du jeune homme. Il réalisa alors qu'il n'expiait pas seulement ses fautes, mais qu'il apprenait à renaître, maître de ses choix et respecté pour ses efforts. L'après-midi fut consacré à la construction d'une palissade de bois brut pour protéger le potager des sangliers. Charles-Henri leva des planches, enfonça des piquets et cloua de ses mains malhabiles mais appliquées. Noyonna, guidant son geste, lui sourit avec fierté quand il planta chaque clou droit. « Tu progresses », constata-t-elle. En fin de journée, la palissade se dressait, solide et utile. Charles-Henri, épuisé mais épanoui, contempla son œuvre sous les derniers rayons dorés. Noyonna posa la main sur son épaule, et il sentit une chaleur nouvelle, celle de la reconnaissance mutuelle. Le noble, autrefois réduit à son titre et à son poids, découvrait désormais sa valeur dans la sueur et la terre. Alors qu'il regagnait la chaumière, le crépuscule enveloppait la campagne d'un voile violet. Charles-Henri sut, sans l'avouer encore, que sa vie avait basculé. Il ne serait plus jamais l'homme fragile d'hier, et c'était grâce à cette femme apache, belle et forte, qui lui apprenait chaque jour la véritable noblesse. Dans la quiétude grandissante du crépuscule, Noyonna guida Charles-Henri vers une clairière secrète, dissimulée au cœur de la forêt de Brocéliande. Les arbres, géants séculaires, formaient une voûte protectrice, et seuls quelques rayons hésitants filtraient entre les feuilles, dessinant des éclats d'or sur le tapis de mousse. Au centre, une souche d'arbres abîmés servait d'autel naturel pour un petit feu de camp déjà allumé, ses flammes dansant devant des pierres disposées en cercle. Noyonna invita Charles-Henri à s'asseoir en face d'elle. Son visage, baigné par la lueur tremblotante, semblait presque irréel. Ses traits fins et réguliers, encadrés par des plumes délicatement tressées, respiraient la sérénité et la force. Le jeune homme, encore marqué par l'effort des travaux de la veille, sentait son cœur battre plus vite. Cette atmosphère mystérieuse et sacrée le fascinait. Elle rompit le silence en chantant doucement, dans sa langue natale, une mélopée lente et envoûtante. Les paroles, qu'il ne comprenait pas, vibraient dans l'air nocturne, évoquant les plaines lointaines et les récits de ses ancêtres. Charles-Henri écoutait, les yeux mi-clos, laissant chaque note pénétrer son âme. L'émotion le submergea. Il n'avait jamais ressenti une telle intensité, comme si la musique tissait un lien invisible entre deux mondes. Lorsque le chant s'éteignit, un silence sacré s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu et le bruissement léger du vent dans les branches. Noyonna prit une gourde en cuir et en offrit à Charles-Henri. « Bois, dit-elle, c'est l'eau d'une source pure que j'ai trouvée près d'ici. Elle porte la mémoire de la terre et des étoiles. » Il but, savourant la fraîcheur et percevant, dans chaque goutte, la force tranquille qui émanait de la clairière. Puis elle se leva et alla cueillir une branche de sauge pâle, la passant lentement devant les flammes pour en diffuser la fumée. Elle invita Charles-Henri à incliner la tête. Les volutes odorantes enveloppèrent ses cheveux et son col, chassant symboliquement les doutes et les peurs. Il ferma les yeux, se sentant purifié, prêt à renaître sous cette lumière ancestrale. Noyonna s'assit à nouveau, et fixant son regard dans le sien, murmura « Ici, tu as le droit de devenir celui que tu veux être, sans l'ombre de ton passé. » Charles-Henri, ému,
sentit une larme couler sur sa joue. Sans honte, il l'essuya et lui sourit avec gratitude. Dans cet instant suspendu, leurs âmes se frôlèrent, scellant une complicité profonde, bien au-delà des mots. Alors que le feu s'éteignait peu à peu, ils restèrent encore un long moment à contempler les étoiles naissantes. Charles-Henri comprit qu'il ne reviendrait jamais à la vie qu'il menait auparavant. Il avait trouvé une vérité, un refuge et une compagne d'âme en la personne de cette femme apache, dont la beauté rayonnait plus que les ors du château. Les jours suivants, le travail au champ devint la nouvelle routine de Charles-Henri. Tandis qu'il façonnait la terre et construisait des clôtures, des murmures circulaient parmi les paysans. Certains s'étonnaient qu'un noble accepte d'apprendre l'artisanat, d'autres trouvaient indigne cet apache qui dirigeait le fils du baron. Un après-midi, alors qu'il revenait de la forêt, Noyonna entendit un groupe de paysans chuchoter près d'un puits. « Regarde-moi ce seigneur » souffla un homme. « Il se donne en spectacle. Et cette apache, elle se prend pour qui? Ils n'ont jamais vu d'autre justice que la leur » murmura Noyonna à Charles-Henri, le visage fermé. Sous le pont de pierre, elle expliqua qu'autrefois son peuple avait été jugé et méprisé pour ses coutumes. Aujourd'hui, c'est ton nom qui est étalé en place publique à cause de moi. Charles-Henri la regarda, le cœur serré. Il comprit que leur lien provoquait plus que la curiosité. Il réveillait de vieilles haines. Il posa la main sur la sienne pour la rassurer. Le soir, à la chaumière, le baron fit irruption sans frapper. Son visage était marqué par l'inquiétude. On parle de révolte, de complot. Certains veulent profiter de ton humiliation pour s'emparer de mes terres. Charles-Henri, soudain conscient de sa position, répondit avec assurance. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. L'honneur ne se porte pas comme un titre, mais comme un acte. Le baron, frappé par la gravité du propos, garda le silence. Au lendemain, Noyonna présida un conseil inattendu sous le vieux chêne. Elle convia les villageois, expliquant les valeurs de partage et de respect qui animaient son peuple. Charles-Henri l'assista, apportant son témoignage sur la force de la sincérité et du travail. Certains paysans, intrigués, posèrent des questions. D'autres restèrent sceptiques mais s'inclinèrent devant l'harmonie du discours. La tension retomba peu à peu. L'obscurité des ragots fit place à une curiosité sincère. Lorsque le dernier paysan partit, Noyonna s'adressa à Charles-Henri. « Tu as su parler pour moi. » Il lui sourit, conscient que cette victoire était bien plus précieuse que celle d'un duel. C'était la reconnaissance d'un peuple. En regagnant la chaumière, les ombres du crépuscule les enveloppaient. Charles-Henri comprit que, grâce à elle, il apprenait non seulement l'artisanat, mais la noble mission d'unifier deux cultures. Derrière les ragots et les jugements, se dessinait l'espoir d'un avenir fondé sur l'empathie et la dignité partagée. Au petit matin de ce 7e jour, un vent frais soufflait sur la chaumière. Charles-Henri s'éveilla en entendant Noyonna murmurer derrière la porte. Elle préparait déjà le feu et disposait quelques légumes sur une planche de bois. Sans un mot, il l'aida à emporter le seau d'eau puis coupa des rondelles de carottes sous son regard bienveillant. Une complicité silencieuse s'était installée entre eux. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour la forêt, un hennissement aigu retentit. Le cheval de trait, affolé, s'était blessé à l'antérieur contre une pierre dissimulée sous des herbes folles. Le pansement artisanal que Charles-Henri appliqua avec l'aide de Noyonna prit des heures. Il nettoya la plaie, désinfecta avec de l'eau bouillie et banda la jambe de l'animal. Chaque geste précis et doux reflétait le respect que Noyonna portait aux êtres vivants. Elle tapota l'encolure du cheval et lui parla avec des mots qu'il ne comprenait pas, à mi-chemin, entre une prière et une chanson. Lorsque le cheval put se lever péniblement, Charles-Henri sentit une joie profonde l'envahir. Il venait de sauver un compagnon de travail, et non un objet de luxe. Noyonna lui offrit un sourire rayonnant, trahissant sa fierté. « Ton cœur est grand », dit-elle, la voix vibrante d'émotion. Ces mots, simples, résonnèrent en lui comme une révélation. De retour au champ, l'ouvrier et la guide se mirent à abattre un chêne mort pour renforcer la palissade. Les coups de hache rythmèrent l'air, et les copeaux de bois virevoltaient autour d'eux. À chaque éclat de bois, Charles-Henri sentit le poids de son ancienne arrogance s'effriter. Il travaillait plus vite, plus fort, déterminé à prouver non seulement sa valeur, mais aussi sa gratitude envers la femme qui l'avait sauvé de son propre orgueil. Au crépuscule, alors que le soleil dissolvait sa lumière dans la poussière orangée, Charles-Henri aperçut Noyonna revenir d'une pâture voisine, portant une petite trousse de cuir.
Elle en sortit un bracelet de perles et le posa doucement au poignet du jeune homme, pour te rappeler que tu n'es plus seul. Ces perles, polies par les rivières d'Amérique, incarnèrent la promesse d'un lien inébranlable. En observant le bracelet, Charles-Henri sentit une émotion intense lui nouer la gorge. Il baissa les yeux sur ses mains calleuses, témoin de ses efforts sincères, puis releva le visage vers Noyonna. Leur regard se croisa, et dans ce silence plein de sens, ils comprirent que leur sacrifice mutuel avait forgé une connexion plus solide que tout accord familial ou contrat de sang. Alors que l'obscurité inaugurait la nuit, ils regagnèrent la chaumière, le cœur allégé. Charles-Henri, le noble obèse réduit à un simple travailleur, découvrait la véritable noblesse de l'âme, grâce à la beauté et à la force de cette femme apache qui l'avait guidé vers la rédemption. Un matin brumeux, alors que la rosée perlait encore sur les herbes folles, un galop aigu se fit entendre au loin. Noyonna et Charles-Henri, affairés à transporter du foin, levèrent la tête. Une silhouette familière, drapée dans un manteau sombre, fendait la brume à cheval. Le baron de la Roche, le regard sévère et la jument hennissante, arrivaient plus vite qu'à l'accoutumée. Sans hésiter, Charles-Henri posa la fourche et s'approcha, le cœur battant. Noyonna, à ses côtés, fit face au vent matinal, prêt au pire. Le baron descendit de selle d'un geste brusque et claqua la bride contre la cuisse de sa monture. Les sabots martelèrent le sol, comme pour souligner l'urgence de sa visite. Le baron ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux alternaient entre Charles-Henri, les traits tirés, et Noyonna, qui l'étudiait sous un nouvel angle, marqué par le respect autant que par l'incompréhension. Après un silence pesant, il s'adressa à son fils. « Je suis venu voir de mes propres yeux ce que j'ai entendu dire. » Charles-Henri, sentant le poids du jugement paternel, redressa la tête. « Vous savez ce que cela signifie, père ?» Le baron hocha la tête et désigna la palissade toute neuve, puis le cheval pansé et la parcelle labourée. « Tu as accompli plus en quelques jours ici que tu n'en as fait en 20 ans au château. Mais sais-tu pourquoi je suis vraiment venu ?» Avant que Charles-Henri ne réponde, le baron se tourna vers Noyonna. « Toi, Apache, tu as ébranlé tout un monde. J'ai vu mes paysans t'écouter, te respecter, et je les ai vus changer. C'est toi qui as valu cette transformation. » Noyonna demeura silencieuse, mais ses yeux brillèrent d'une fierté contenue. Charles-Henri sentit un élan de gratitude l'envahir. Jamais personne n'avait reconnu sa valeur, ou celle de Noyonna avec autant de franchise. Le baron poursuivit, d'une voix plus douce. « J'étais venu pour rappeler à l'ordre mon héritier et châtier ta témérité. Mais je repars, impressionné. J'ai réalisé qu'il existe une noblesse plus grande que celle de nos titres, celle du cœur et de l'action. » À ces mots, il sortit de sa poche un carnet en cuir patiné. Il l'ouvrit et en tira une plume d'oie qu'il tendit à Charles-Henri. « Écris ici, si tu le souhaites, tes engagements pour ce domaine, et signe ton nom à mes côtés. » Les mains encore tremblantes, Charles-Henri prit la plume. Il rédigea quelques lignes simples, affirmant sa volonté de gouverner par le travail et la justice, en accord avec Noyonna. Il signa enfin, sous le regard de son père, puis releva la tête. Le baron posa une main rugueuse sur l'épaule de son fils. « Mon fils, tu es désormais digne de notre nom. Et à toi, » il se tourna vers Noyonna, l'esprit ému. « Je te remercie d'avoir montré à mon fils le vrai sens de la noblesse. » Les premiers rayons du soleil dissipèrent enfin la brume. Dans ce nouvel éclairage, chacun sembla renaître. Charles-Henri et Noyonna échangèrent un sourire complice, sachant que la confiance du baron allait leur ouvrir de nouveaux chemins. Quant au baron, le visage adouci, il remonta en selle, laissant derrière lui un domaine en pleine renaissance. Cette nuit-là, un croissant de lune argentée se suspendait au-dessus de la chaumière, projetant une lumière douce et mystérieuse sur le paysage. Charles-Henri et Noyonna avaient fini leur repas frugal, un ragoût de légumes sauvages et un petit morceau de fromage affiné. Assis l'un en face de l'autre sur une vieille poutre, ils restaient silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Enfin, Charles-Henri brisa la quiétude. « Noyonna, je dois te dire, » commença-t-il, la voix tremblante. Il baissa les yeux vers le bracelet qu'elle lui avait offert, ses perles polies luisant sous la lueur lunaire. Elle plongea son regard de jet dans le sien, l'encourageant à poursuivre. Il prit une profonde inspiration. « Je ne suis plus ce jeune homme reclus dans la peur et la honte. Grâce à toi, j'ai découvert une force que je croyais impossible. J'ai compris ce qu'est la dignité et le respect. Mais plus encore,
Je crois que mon cœur t'appartient. » Le souffle de Noyona resta suspendu. Un silence sacré envahit la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu et le chant lointain d'une chouette. Puis elle se leva et posa doucement sa main sur sa joue, caressant du bout des doigts la barbe naissante de Charles-Henri. « Tu as mis ton âme à nu, » murmura-t-elle. « Ton amour est un cadeau rare et précieux. Moi aussi j'ai appris à te connaître. Ta générosité, ta volonté de changer. Et mon cœur, il bat désormais en harmonie avec le tien. » À ces mots, Charles-Henri sentit une vague d'émotion le submerger. Il se leva à son tour, tremblant, et la prit délicatement dans ses bras. Ils restèrent un long moment enlacés, écoutant la nuit vivre autour d'eux. Quand ils se séparèrent, la lune avait grimpé plus haut dans le ciel. Charles-Henri essuya une larme qu'il n'avait pas vue couler. « Je te promets, dit-il, la voix ferme, de te respecter, de t'aimer et de protéger cette terre qui nous unit. » Noyona sourit, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Leurs deux âmes, autrefois si éloignées, vibraient désormais à l'unisson. Et sous la bienveillance silencieuse de la lune, une nouvelle promesse naquit, celle d'un avenir partagé, forgé par l'amour, le respect et la passion d'un noble obèse et de la belle femme apache. Au lendemain de leur confession sous la lune, Charles-Henri et Noyona se levèrent avec la ferme résolution de sceller leur union naissante. Tandis que l'aube teintait le ciel de rose et d'or, ils se retrouvèrent devant le vieux chêne, où, quelques jours plus tôt, avait eu lieu le conseil des paysans. Noyona posa une main sur le tronc rugueux et déclara avec autorité « Ici, nous allons unir nos forces pour protéger cette terre et ses habitants. » Charles-Henri hocha la tête, fier et déterminé. « Je suis à tes côtés pour défendre notre foyer et nos valeurs. » Ils invitèrent les villageois, rassemblés autour de la palissade, à assister à cette alliance symbolique. Sous un ciel clair, Noyona sortit de sa besace une corde tressée de cuir, ornée des mêmes perles qu'elle avait offertes à Charles-Henri. Elle la tendit à l'ancien forgeron du village, maître des rituels coutumiers, et lui demanda de lier les mains des deux amants devant tous. Le forgeron, ému, exécuta le geste avec solennité. Il passa la corde entre les doigts calleux de Charles-Henri, puis entre ceux, délicats, de Noyona. En unissant leurs mains, ils prononcèrent ensemble ces mots simples et puissants. « Je m'engage à te protéger et à honorer ta culture, et toi, tu t'engages à partager ta terre et ton cœur. » Un murmure de respect parcourut l'assemblée. Les paysans, d'abord hésitants, comprirent que cette union transcenderait les préjugés. Le baron, présent parmi eux, acquiesça silencieusement, son regard empreint de fierté. Puis Noyona invita chacun à sceller cet engagement. Chaque villageois approcha, posa une main sur la corde et prononça une bénédiction dans sa langue natale ou dans celle de la terre française, selon sa préférence. Bientôt, la corde tressée fut passée de main en main, un symbole vivant d'entraide et de réconciliation. Charles-Henri sentit la chaleur de chaque toucher renforcer sa détermination. Il comprit que son destin était désormais lié à celui de Noyona et de la communauté qu'ils formaient ensemble. Lorsque le dernier villageois eut posé sa main, Noyona sourit et déclara « Dès aujourd'hui, nous partagerons les récoltes, les rires et les épreuves. Aucune ombre ne brisera ce pacte. » Charles-Henri la prit dans ses bras et ajouta « Ensemble, nous ferons fleurir cette terre et nos cœurs. » Le vent léger fit frissonner les branches du chêne, comme pour approuver cette promesse commune. Tandis que le soleil s'élevait, Charles-Henri et Noyona, mains liées, offrirent un dernier regard à la clairière devenue le théâtre de leur alliance. Dans leurs yeux brillait l'espoir d'un avenir heureux et solidaire, fondé sur l'amour, le respect et la force de leur engagement mutuel. À l'orée du 8e jour, une ombre s'insinua parmi les habitants du domaine. Louis, le frère cadet de Charles-Henri, longtemps tenu à l'écart des affaires familiales. Jaloux de l'attention nouvelle portée à son aîné, il nourrissait une rancœur secrète. Profitant d'une nuit sans lune, il se glissa jusqu'à la chaumière de Noyona, porteur d'une missive scellée du sceau paternel. Le matin venu, Charles-Henri découvrit la lettre abandonnée sur le pas de la porte. Le sceau brisé trahissait une urgence. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes. « Mon fils, tu as gagné ma confiance, mais des rumeurs alimentent la discorde parmi nos voisins. Reviens immédiatement au château pour un conseil de famille. » Dans un repli de la lettre, un autre message plus court attira son attention. « Ne te fie pas à l'Apache.
Ces mots griffonnés à la hâte portaient la signature de Louis. Le cœur serré, Charles-Henri comprit qu'une manœuvre sournoise était en marche. Il rejoignit Noyonna à l'étable, là où elle triait des semences pour la prochaine récolte. Il lui lut la lettre, la voix tremblante. Noyonna, impassible, fronça légèrement les sourcils, ses plumes se balançant contre son épaule. « Ton frère cherche à te séparer de moi », murmura-t-elle. « Il redoute notre union et veut ramener le domaine sous ta seule dépendance. » Sans perdre un instant, Charles-Henri enfourcha son cheval et galopa vers le château, Noyonna courant à ses côtés sur un froid sentier forestier. À l'entrée, Louis les attendait, un sourire narquois sur les lèvres. Derrière lui, quelques conseillers familiaux échangeaient des regards inquiets. Le baron, assis sur un siège en chêne, les toisa avec une gravité nouvelle. Louis s'avança et d'un ton rageur, accusa Noyonna d'avoir pris l'esprit de son frère. Elle l'a détourné de sa propre famille. Elle manipule ses décisions. Charles-Henri, le visage marqué par la détermination, s'interposa. « Mon frère, tes accusations ne reposent sur rien d'autre que ta jalousie. Noyonna a restauré mon honneur et uni notre peuple. Sans elle, je serais resté un fardeau pour notre nom. » Un murmure parcourut l'assemblée. La sincérité de Charles-Henri et la prestance calme de Noyonna firent vaciller les arguments de Louis. Le baron, les traits tirés, se leva et s'adressa à son cadet. « Louis, tu as trahi ta propre famille. La confiance se mérite par l'action, non par la calomnie. » Rouge de honte, Louis baissa les yeux tandis que le baron déclarait « Je confie désormais le domaine à ceux qui l'aiment et le font vivre. Noyonna, tu resteras à mes côtés en tant que gardienne de cette terre. Et toi, Charles-Henri, tu as prouvé ta loyauté. Quant à toi, Louis, tu trouveras peut-être la rédemption ailleurs. » Cinglé par ces mots, Louis s'éclipsa du château, laissant derrière lui un silence solennel. Noyonna posa la main sur l'épaule de Charles-Henri, et dans ce geste, il ressentit la fierté et la confiance retrouvée de sa famille. Ensemble, ils revenaient vers la clairière, conscients que l'adversité avait renforcé leur alliance et leur amour. Lorsque la lune atteignit son zénith, un silence lourd enveloppa la clairière, où s'était scellée leur alliance. Pourtant, le danger rôdait. Des échos de complots ourdis dans l'ombre avaient atteint les oreilles de Charles-Henri. Il jeta un coup d'œil inquiet vers Noyonna, dont les prunelles brillaient à la lueur argentée. « Il est temps de partir », murmura-t-il. Elle acquiesça, déployant ses sens aiguisés. « Nous devons gagner la gare avant l'aube. » Ils s'éclipsèrent sans bruit, franchissant la palissade à pas feutrés. Dans la forêt endormie, seul leur souffle et le craquement discret des branches trahissaient leur passage. Noyonna guidait, repérant chaque balise naturelle et chaque sentier oublié. Charles-Henri, serrant contre lui la corde tressée symbolisant leur union, sentait son cœur battre à tout rompre. Au détour d'un bosquet, une forme massive surgit. Louis, le frère trahi, accompagné de 2 valets armés. « Arrêtez-vous » gronda-t-il, la rancœur peinte sur son visage. Charles-Henri réprima une pulsion de colère mais garda sa voix calme. « Louis, retourne auprès de ton père. Notre conflit n'est pas celui que tu imagines. » Louis leva la main, prêt à ordonner l'assaut, mais un geste de Noyonna stoppa net ses hommes. Elle s'avança, éclatante de calme et de détermination. « Cet homme n'est pas votre ennemi, » dit-elle. « Laissez-nous passer ou je montrerai à votre cœur la véritable force de la réconciliation. » Touchés par son autorité et la loyauté de Charles-Henri, les valets hésitèrent. Louis, humilié, baissa les yeux. Un souffle passa dans la nuit. L'essence même de leur relation défiait les anciens préjugés. « Allez !» finit par ordonner Louis, la voix brisée. « Ne revenez jamais ici. » Sans un mot, Noyonna reprit la route, suivi de Charles-Henri. À nouveau seuls, ils accélérèrent le pas. Les rails de la voie ferrée apparaissèrent bientôt, étincelants sous la lune. Le sifflement lointain d'un train se fit entendre, pressant leur fuite. Ils montèrent à bord du fourgon désert, cachés derrière des sacs de grains. Le vacarme des roues sur les rails leur parut presque une victoire. Tandis que le paysage s'effaçait dans l'obscurité, Charles-Henri se tourna vers Noyonna. « Nous partons loin, mais ensemble. » Elle lui prit la main et répondit, le regard rempli d'émotion. « Là où tu iras, je te suivrai toujours. » Le train grommela son assentiment, emportant les 2 amants vers un avenir incertain mais partagé, scellant leur fuite comme le plus beau des départs. À l'aube pâle, le fourgon s'immobilisa près d'une gare déserte en bordure de Paris. Charles-Henri aida Noyonna à descendre,
ses doigts effleurant ceux de sa compagne, comme pour lui insuffler courage. Devant eux, la ville s'étendait, silhouette grandiose de toits, de cheminées et de tours hérissées. Leurs premiers pas parmi la foule animée du quai furent une révélation. L'air vibrait des bruits de valises roulantes, des éclats de voix et des sifflements de locomotives. Noyona, les yeux écarquillés, découvrit un monde où la pierre et le fer se mêlaient à l'agitation mécanique. Chaque visage semblait pressé, chaque geste dicté par une urgence inconnue. Charles-Henri la guida vers une calèche aux roues vernies, tirée par 2 chevaux au poitrail bardé de métal poli. Le cocher, coiffé d'un haut de forme et vêtu d'un gilet de velours, les observa d'un œil suspicieux quand ils montèrent à l'intérieur. Le confort de la banquette en cuir capitonné contrastait avec la simplicité rustique de la chaumière. Noyona effleura le rembourrage doux, ses doigts trahissant une étonnée émerveillement. La calèche fendit l'air urbain, slalomant entre des étals de marchands criant les titres de journaux, des kiosques à musique, des porteurs de lanternes, les immeubles haussmanniens, avec leurs balcons ouvragés et leurs toits d'ardoise, défilaient à travers la vitre embuée. Chaque coup de fouet du cocher, chaque hennissement de cheval résonnait comme un appel à l'inconnu. En apercevant la scène, serpent argenté bordé de quais animés, Noyona sentit un vertige délicieux. Elle consulta Charles-Henri du regard. « Tout cela est si différent de la forêt, si vivant. » Il lui répondit par un sourire rassurant. « Ici, tout est possible. » Ils s'arrêtèrent devant un hôtel particulier aux volets clos, où le baron les attendait, entouré d'hommes en redingote. À la vue de son père, Charles-Henri ressentit un mélange de fierté et de nervosité. Le baron salua Noyona d'une révérence respectueuse, ses traits trahissant un admiratif récent. La garde rapprochée observa la scène avec curiosité, mais nul ne prononça de remarques déplacées. Le soir venu, la première promenade dans les rues éclairées aux réverbères offrit à Noyona un spectacle féerique. Les enseignes lumineuses, les silhouettes élégantes des passants, les musiciens jouant des airs dans les brasseries. Chaque note d'accordéon, chaque rire prolongé semblait suspendre le temps. Charles-Henri l'emmena sur un pont, où la vue des flambeaux se reflétant dans l'eau donna l'illusion d'un ciel étoilé au-dessous de leurs pieds. Pourtant, au détour d'une ruelle plus sombre, Noyona sentit monter une mélancolie sourde. La foule dense la bouscula, des voix inconnues lui parurent hostiles. Elle se serra contre Charles-Henri, cherchant sa main. Il la rassura. « Nous sommes ensemble, et c'est cela qui compte. » Ils gagnèrent un petit séjour qu'ils partageraient les jours suivants, lieu de repos et de planification. Assis près de la fenêtre, ils contemplèrent la capitale scintillante. Charles-Henri posa un bras autour d'elle. « Cette ville est une promesse et un défi, mais tant que nous gardons nos valeurs, rien ne peut nous égarer. » Noyona hocha la tête, le regard fixé sur les lumières au loin. Dans ses yeux brillait l'envie de découvrir, mais aussi la crainte de perdre la simplicité aimée. Ensemble, ils apprirent que Paris, avec son faste et ses illusions, serait le 3e acte de leur aventure, où leur amour et leur alliance seraient testés par l'immensité du monde moderne. Le soleil d'été dominait la place centrale d'Évreux, inondant de lumière crue les pavés usés et les façades de pierre blonde. Une estrade improvisée avait été dressée devant l'église romane, et tout le village s'était rassemblé, curieux et haletant, pour assister à un duel hors du commun. Charles-Henri, l'héritier repenti, contre Armand de Villiers, un noble local jaloux de son ascension. Le baron de la Roche, vêtu de sa livrée la plus sobre, observait la scène depuis le haut de l'estrade, aux côtés de Noyona. Son visage, habituellement impassible, trahissait une fierté contenue. À ses côtés, Noyona, belle et majestueuse, tenait la corde tressée, témoin silencieux de l'engagement de Charles-Henri. Armand de Villiers, armé d'une épée à lame fine, s'avança, le menton haut. Ses conseillers murmurèrent des insultes à l'adresse de Noyona, rappelant ses origines étrangères. Mais la foule, désormais gagnée par le respect envers le couple, garda un silence respectueux. Charles-Henri, en tenue adaptée au duel, remit en place son pourpoint, après avoir salué son adversaire. Dans ses yeux, on lisait la détermination et la maîtrise acquises au fil de ses épreuves. Lorsqu'ils s'inclinèrent, un frisson parcourut l'assemblée. Le cliquetis des épées retentit. Armand attaqua le premier, une série d'estocades rapides destinées à déstabiliser son adversaire. Charles-Henri para habilement, repensant aux gestes de précision que Noyona lui avait enseignés en travaillant le bois et le fer pour renforcer la palissade.
Chaque riposte était mesurée, alliant force et élégance. Au troisième assaut, la lame d'Armand glissa contre le bouclier de cuir de Charles-Henri, qui profita de l'élan pour désarmer son adversaire d'un mouvement vif. Sous les exclamations de la foule, l'épée d'Armand tomba sur le sol dans un fracas métallique. Le noble jaloux recula, le regard abasourdi. Charles-Henri pointa la pointe de sa propre épée vers le sol, signe de clémence et de respect des règles d'honneur. Il fit un pas en avant et tendit la main à Armand. « Choisis la dignité plutôt que la haine », déclara-t-il d'une voix claire. Armand, tremblant, saisit la main tendue, avouant sa défaite. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Le baron, ému, descendit de l'estrade et serra son fils dans ses bras. Noyonna, soulagée et rayonnante, posa une main sur l'épaule de Charles-Henri. Les villageois acclamaient le couple, témoignant de leur respect et de leur adhésion à ses valeurs d'honneur et de compassion. Dans cette arène de pierre, le duel, loin d'être un symbole de violence, s'était transformé en acte de réconciliation et de grandeur d'âme. Charles-Henri comprit que sa véritable victoire n'était pas la preuve de sa force physique, mais la démonstration de son intégrité et de l'amour qui le liait à Noyonna. Sous le regard bienveillant de la lune naissante, l'honneur avait trouvé sa plus belle incarnation. Les villageois s'étaient rassemblés au pied du vieux chêne pour célébrer la fin de la saison des récoltes. Autour des gerbes de blé et des paniers débordant de fruits, on avait dressé de longues tables en bois brut. L'air tremblait de chants et de rires, tandis que des flûtes et des tambours accompagnaient les danses improvisées. Au centre de la clairière, le baron de la Roche, revêtu d'un vêtement simple mais élégant, s'avança sous les applaudissements. Il tenait à la main une missive qu'il avait reçue au matin même, une lettre officielle du préfet louant la stabilité et la prospérité du domaine, exemplaire pour toute la région. Le baron, la voix empreinte d'émotion, demanda le silence. « Mes amis, déclara-t-il, il y a quelques semaines, j'aurais cru impossible qu'un domaine comme le nôtre renaisse ainsi. Mais grâce à la détermination de mon fils et à la sagesse de Noyonna, nous avons démontré que l'union de nos cultures est une richesse bien plus grande que la pureté de notre sang. » La foule acclama, mais certains retenant encore leur joie, émus par cette confession publique. Noyonna se tenait à ses côtés, le visage éclairé d'un sourire lumineux. Les regards se tournèrent vers elle, et le baron, tournant la missive, la lui tendit. « C'est à toi, Noyonna, que revient ce mérite. » Elle s'avança, dignité et simplicité mêlées, et lut la proclamation du préfet à haute voix, puis la déposa dans la main du forgeron, symbole de la fusion des traditions. À ce geste, le peuple comprit que la reconnaissance allait au-delà de la simple parole. Elle était dorénavant cimentée dans les actes. Le baron poursuivit. « Mais il est une autre révélation, plus précieuse. Aujourd'hui, je viens devant vous non pas comme seigneur, mais comme témoin de l'amour et du respect qui unissent Charles-Henri et Noyonna. » À ces mots, ils s'avancèrent main dans la main, entourés du bruissement des feuilles et des acclamations. Charles-Henri, le regard empli de fierté, déclara « J'ai appris qu'être noble ne consiste pas à brandir un titre, mais à porter le cœur au service des autres. Noyonna m'a enseigné la force de la vérité et l'importance de la compassion. Grâce à elle, je comprends enfin ce que signifie gouverner avec justice. » La nuit tomba, parsemée d'étoiles, et le peuple entonna un chant mêlant accents celtiques et rythmes amérindiens, célébrant la rédemption du jeune noble et l'honneur retrouvé du domaine. Autour d'un grand feu de camp, on partagea pain, vin et rire, symbole d'une ère nouvelle, née de la confiance et du pardon. Pareil à la moisson qui s'achève, chacun ressentit que le passé, même le plus lourd, pouvait nourrir un avenir plein de promesses. Sous les cendres incandescentes, la braise brûlait la mémoire des anciennes divisions, pour faire fleurir une fraternité inébranlable. Au matin du 15e jour, l'abbé du village attendait les futurs époux dans la petite chapelle rurale, éclairée par des vitraux aux teintes chaudes. Des gerbes de fleurs sauvages ornaient les bancs, et un tapis de pétales de coquelicots s'étendait jusqu'à l'autel. Les villageois, parés de leurs plus beaux habits, se pressaient dans l'enceinte sacrée, impatients et joyeux. Charles-Henri, en habit sobriété orné d'une simple broche de plumes, entra le premier, le cœur serré d'émotion. Bientôt les portes s'ouvrirent sur Noyonna, glissant sous un voile léger. Sa beauté éclatait dans la lumière matinale. Ses cheveux, relevés en un chignon orné de plumes et de perles, encadraient un visage serein,
rehaussé par l'éclat de ses yeux profonds. L'abbé, d'une voix grave et douce, commença la cérémonie. « Frères et sœurs en humanité, nous sommes réunis pour sceller l'union de deux âmes courageuses, venues d'horizons différents mais unies par un cœur commun. » Les sourires fleurissaient sur chaque joue, tandis que l'abbé évoquait les valeurs de respect, de partage et de fidélité mutuelle. Lorsqu'il demanda si quelqu'un avait à s'opposer à cette union, seul le chant lointain d'un rossignol répondit, signe d'une bénédiction naturelle. Noyonna et Charles-Henri échangèrent leurs vœux. « Moi, Charles-Henri, je te prends pour épouse, pour partager chaque aube comme chaque crépuscule, pour te protéger et t'honorer au-delà des frontières de nos traditions. Moi, Noyonna, je t'offre mon amour et ma loyauté, pour célébrer la force de nos différences et bâtir ensemble un royaume de paix et d'abondance. » Le prêtre joignit leurs mains et plaça sur leurs doigts un anneau tressé de cuir et d'or, gravé des symboles des deux peuples. Lorsqu'il prononça « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », un frisson parcourut l'assemblée, ému aux larmes. La sortie de la chapelle fut un tourbillon de fleurs lancées, de rires et de chants. Les carillons de l'église résonnèrent, accompagnant les époux jusqu'à la cour du château, transformée en lieu de fête. Grande table de chêne chargée de mets simples et généreux s'étirait sous des guirlandes de lanternes en papier. Le banquet débuta, animé par des troubadours et des percussionnistes. Charles-Henri et Noyonna ouvrirent le bal en dansant une valse mêlant passos amérindiens et volutes bretonnes. Chacun, spectateur et acteur de ce moment unique, partagea la joie de ce mariage insensé, devenu le symbole d'une réconciliation des âmes. Alors que la nuit enveloppait le domaine de son manteau étoilé, les rires, les toasts et les mélodies s'élevèrent à l'unisson, scellant à jamais la légende de ce noble obèse donné en punition, mais aimé plus que tout par la belle Apache. Dans ce mariage improbable, tous virent la promesse d'un avenir où la beauté du cœur triompherait de tous les préjugés. Le parcours de Charles-Henri et Noyonna nous enseigne que la véritable grandeur ne se mesure pas au titre ou aux origines, mais à la force du cœur, au courage de changer et à la beauté du don de soi, sans rien attendre en retour. En unissant nos différences autour de valeurs communes, travail honnête, compassion et amour sincère, nous bâtissons des ponts qui transforment le monde. Si vous croyez au pouvoir inspirant des histoires de résilience et d'union, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Rejoignez-nous pour découvrir de nouveaux récits qui réchauffent l'âme et offrent toujours une lueur d'espoir. Cliquez sur « S'abonner », aimer et partager pour faire grandir cette communauté de cœurs ouverts.